C'est le Book Club, le club de lecture de France Culture. Vous connaissez notre promesse, vous donner envie de lire, et nous construisons cette émission ensemble. Une seule manière de le faire, nous rejoindre sur notre compte Instagram. Book Club Culture. Vous connaissez l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Eh bien, l'équipe du Book Club est plutôt d'accord, car pour nous, ce sont les livres qui font le printemps. En tout cas, ceux qu'on a choisis pour ce midi. On pourrait d'ailleurs demander à nos invités s'ils ont déjà aperçu, en ce début de printemps, des hirondelles dans leur jardin, même si pour notre invité qui vient du Québec, je connais déjà la réponse, l'arrivée du printemps est un peu plus tardive. Quoi qu'il en soit, laissons-les nous apprendre à écouter le voyage immobile des arbres. Regardons avec eux des beautés simples pour ouvrir les yeux et s'émerveiller. Voici la proposition du Book Club et de sa communauté. Les histoires qui bruissent en moi ont la saveur des bois. Regardez une plante, regardez une fleur, regardez un oiseau. La jolie ritournelle du temps et le cycle éternel de la vie. Quoi de plus magnifique? France Culture. Le Book Club. Nicolas Herbeau. Avec Stéphanie et Nathalie, lectrices du Book Club qu'on entendra tout à l'heure. Bonjour Hélène Dorion. Bonjour. Vous êtes écrivaine et vous êtes québécoise, ce qui veut dire au passage que vous allez donc vivre 2 arrivées du printemps cette année, si j'ai bien compris. Une en ce moment avec nous, en France, et puis un peu plus tard quand vous serez de retour au Québec. Vous publiez un recueil de poèmes intitulé Mes forêts dans la collection de Sacoche, La poésie dans la poche, c'est aux éditions Bruno Doucet. Vous êtes la première québécoise, la première femme vivante à entrer au programme du baccalauréat de français, ce sera l'année prochaine. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au lycée que vous avez découvert la poésie. Oui. Et donc des lycéens français vont aujourd'hui peut-être découvrir la poésie et même l'aimer, espérons-le grâce à vous. Je l'espère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, pour moi, c'est presque une continuation de ma vision de la poésie dès le début, ce monde auquel j'ai eu l'impression d'avoir accès en entendant pour la première fois justement une professeure qui s'est levée et qui a fait le tour des tables dans la classe en récitant un poème, et j'ai eu l'impression qu'elle avait accès à un monde, et je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'habiter ce monde-là, d'aller voir ce qui se passe dans cet émerveillement. Alors j'espère que l'expérience immédiate de la poésie, de la lecture de la poésie, va provoquer la même chose, et que les lycéens et lycéennes auront envie aussi que la poésie les accompagne dans leur vie, toute leur vie, en fait, comme elle l'a fait pour moi jusqu'ici. Le thème du bac français 2024, la poésie, la nature et l'intime, ce sera aussi évidemment le thème de cette émission. Ce recueil, Mes forêts, vous l'avez écrit, imaginé au cœur des forêts du Québec. C'est là que vous vivez, puisque vous avez décidé de quitter la ville de Québec où vous êtes né. Oui, ça fait longtemps en fait, et je suis allée vivre dans les forêts laurentiennes d'abord, une vingtaine d'années, et ensuite dans les cantons de l'Est, l'Estrie, qui est une région un peu au sud de Montréal, une toute autre forêt, bien que j'habite aussi de manière partielle Montréal. Donc j'ai les deux, et les forêts, mes forêts en fait dans ce livre, ce sont bien sûr des forêts physiques, mais aussi nos forêts intérieures et les forêts du monde, toute cette densité, tous ces feuillages que forme le chaos du monde actuel. On va en parler évidemment, puisque c'est l'un de vos points communs avec Fred Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de BD, illustrateur de livres jeunesse et dessinateur. Tout ça, évidemment, ça va ensemble. Vous publiez votre carnet d'un jardinier amoureux du vivant qui paraît aux éditions Albin Michel. Vous aussi, Fred Bernard, vous avez décidé de quitter une grande ville, en l'occurrence Paris, pour votre belle Bourgogne natale, comme on vous envie. Il est à Beaune, ce jardin que vous nous racontez ? Juste à côté, un petit village à côté. Ça a commencé en 2020 avec un premier carnet qui a rencontré un franc succès pendant la pandémie. Bien sûr, carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. C'était des croquis que vous aviez commencé à dessiner avant. Et dans ce nouveau carnet, on commence au premier jour du confinement, il y a quasiment 3 ans, le mardi 17 mars 2020. Et il y a ces oiseaux qui nous regardent et qui nous disent « Ah, ils ont l'air malins ». Oui, ça commence comme ça. C'est la nature qui nous regarde. Oui, alors on est en décalage, hein, effectivement, de 3 ans. Ils nous observent autant qu'on les observe, les animaux, ça c'est une certitude. Et puis oui, c'était le premier, je l'avais commencé pour témoigner de tout ce qui se passait dans le jardin pour mon fils au départ. Donc c'était vraiment pour partager des connaissances, comme mon père l'avait fait avant avec moi, pour qu'il sache nommer ce qui disparaît ou ce qui revient, puisque tout n'est pas négatif non plus. À partir du moment où vous aviez quitté la grande ville. C'est ça, 15 ans à Paris, 8 ans à Lyon. Donc en fait, j'ai quitté Paris, j'avais 48 ans, j'avais calculé, j'avais vécu 24 ans à la campagne, 24 ans en ville.
Et donc, comment vous procédez? Ça veut dire j'ai lu 800 pages de croquis, de dessins, de petites réflexions, d'annotations. Là, évidemment, vous en publiez à chaque fois qu'une partie, les moins intimes, si j'ai bien compris. C'est quoi votre démarche de dessinateur? Vous dessinez tout le temps, partout? C'était quand on se lance dans cette carrière, c'est souvent parce qu'on aime dessiner depuis tout petit. Et en fait, quand ça devient un travail... je continue d'y prendre un plaisir immense, mais il y a plus ce côté lâcher prise totale de l'enfant qui dessine. Donc moi, ça, c'est des moments que je retrouve uniquement en voyage, pendant les vacances, on va dire. et donc ça, je m'étais promis, le jour où j'habitais à l'année à la campagne, avant, je faisais que noter sur un carnet, et là, je me suis dit, je dessine tout par ordre de parution de janvier. Donc début janvier 2018, j'ai commencé. Je ne vais pas vous le cacher, l'arrivée de ce nouveau carnet a fait des heureuses, et notamment Nathalie, notre lectrice libraire, mots en marge, dans les Hauts-de-Seine, on l'écoute. Quand j'ai su que Fred Bernard publiait un nouveau carnet, en réalité c'est beaucoup plus qu'un carnet, c'est un beau livre, j'ai été absolument enthousiasmée. Pourquoi ? Parce que Fred Bernard a l'art de nous montrer les petites choses comme si c'était les choses les plus importantes de la vie. Et je crois qu'il a absolument raison. C'est-à-dire que regarder une plante, regarder une fleur, regarder un oiseau, regarder s'éveiller son jardin, quoi de plus magnifique ? Et grâce à son talent et à son art, il arrive à nous faire passer toute son émotion et la grandeur de ce qu'il voit. Donc merci Fred Bernard, merci beaucoup. Je vais citer une petite phrase de votre livre qui est une phrase très importante. Aussi loin que ma mémoire me porte, j'ai aimé observer et dessiner les animaux et les plantes, apprendre leurs noms et savoir comment tout cela fonctionne, le vivant, et ce bien avant que collectivement nous commencions à comprendre que non seulement nous en faisons partie intégrante, mais aussi que nous influons tragiquement sur lui dans son ensemble et dans sa merveilleuse et précieuse diversité. Alors j'ai envie de vous poser une question, Fred Bernard. Arrivez-vous à dessiner dans la paix ? Il y a une quête de paix quand on dessine. Justement, entre deux livres contractuels, entre guillemets, que je dois, avec des délais et tout ça, ces carnets-là, c'était ma récréation. Donc j'avais absolument pas l'intention de l'éditer, le premier. Et je compte faire ça tout le temps, continuer, puisqu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'est très réflexif et méditatif, en fait, de dessiner et de chercher le mot juste, comme Hélène cherche les mots justes. Enfin, c'est des choses qui sont quand même apaisantes et méditatives, ouais. Hélène Dorion, vous méditez aussi, vous, dans la forêt, c'est cet endroit, cette ambiance, cette atmosphère qui vous inspire ces poèmes? Absolument. Je pense qu'on est aussi en contact avec soi-même, avec la nature. On rencontre le vivant, mais on rencontre le vivant qui est à l'intérieur de nous. Et il y a aussi cet émerveillement, c'est présent aussi dans votre livre, mais cet émerveillement devant ce qui se renouvelle constamment, cette vie qui vient de ce qui se transforme et revient avec le printemps, comme vous le disiez tout à l'heure. L'un et l'autre, vous avez ce souci de la Terre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de nous, que vous observez tous les deux. C'est ça qui vous pousse aussi à écrire, à dessiner sur ce qui nous entoure, la nature, quoi. Oui, moi je pense aussi, il y a tout bien sûr le discours scientifique, écologique, mais je pense qu'il y a un autre langage qui peut nous faire ressentir le vivant, nous le faire aimer, et on va protéger ce que l'on aime et ce à quoi on tient. Et c'est là où je pense la poésie, la littérature, cette joie d'être vivant et de contacter ce qui l'est devant nous. On va avoir envie de se soucier de la terre, d'en prendre soin, de la protéger. Et j'ai l'impression que la poésie, c'est ce langage, cette passerelle qui peut permettre l'émotion, la réflexion, bien sûr, la sensation. Donc, une autre manière de vouloir se soucier de la terre. Fred Bernard, la protéger, la terre, c'est aussi la regarder ce qui se passe autour de nous et faire cet inventaire, en quelque sorte, que vous réalisez dans ce carnet. Bah oui, parce que... tout travail, même le mien, me permet pas d'observer tant que ça. Donc c'est pour ça que je m'impose ce temps-là. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Enfin, mon père a voté René Dumont quand j'avais 5 ans. Et Giscard au deuxième tour. Précurseur de l'écologie. Et Giscard au deuxième tour. Personne n'est parfait. mais mon père a toujours été sensible à ça. Et donc...
il nous a toujours... il nous parlait de tout ce qui avait disparu par rapport à son enfance. Je peux dire pareil avec mon fils aujourd'hui. Donc, justement, quand je suis retourné, puisque la Bourgogne, c'était là où j'avais grandi, et donc, quand je me suis précipité pour aller voir là où il y avait tel triton, telle plante, tout ça, bon, les plantes ont moins bougé. Mais la petite faune, les batraciens, tout ça, au mieux, il reste quelques individus par rapport à ce qu'il pouvait y avoir quand j'étais petit. Et au pire, il n'y a plus rien. Donc on les retrouve quand même parfois dans... Alors je les cherche, donc je les trouve. Dans votre livre, puisque vous les regardez, vous les observez. Ouais. Hélène Dorion, il y a une idée qui m'a un peu surprise. Votre éditeur dit « L'erreur serait de croire que vous ne percevez la nature que comme un refuge, comme un lieu d'émerveillement, de ressourcement et de réconfort. La nature, c'est pas seulement ça. » C'est-à-dire qu'on a tendance à voir la forêt comme un lieu de silence ou justement de ressourcement calme, paisible. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un espace sauvage qui reconstitue toutes les violences aussi qu'on peut trouver, des lieux de tension. Tout peut survenir dans une forêt quand on y est. C'est aussi un lieu dangereux, menaçant. Alors c'est aussi ce monde-là que dont j'ai voulu prendre acte en fait à travers mes poèmes. Votre rapport à la nature, Fred Bernard, c'est quoi? C'est plutôt cet endroit apaisant, ressourçant, où on se sent protégé, ou aussi cette idée de la nature qui nous alerte en quelque sorte? En fait, on est dans le même bateau qu'elle. Enfin, justement, c'est ce qu'on a renommé le vivant, parce que comme on l'a vu, les termes changent, pour essayer de nous faire comprendre ce qui se passe. Mais quand on est sensible à ça depuis tout petit... en fait, là, moi, je suis excité par ce qui se passe. Je parle médiatiquement, même, politiquement, parce que enfin, on met des mots. Quand Bruno Latour a fait la couve de l'Obs, par exemple, j'étais là... moi, en fait, j'attends... Alors, les problèmes sont loin d'être réglés, ils ne sont pas tous réglables, mais en revanche, on a conscience, quand même, maintenant. Donc, en fait, je me réjouis de ça. Qu'on ne peut plus... Le déni, il est quand même difficile, là. Une prise de conscience, évidemment. Ouais. Et chez les jeunes aussi, mais cette présence aussi des jeunes, ils ont un projet idéologique qui est aussi celui de se soucier de la terre, de cette transmission dont vous parliez, et que de génération en génération, on puisse faire passer le plus beau de ce qui est vivant, de cette nature-là, qu'on puisse continuer à aller en forêt, que des arbres existent, que des grenouilles existent encore dans les étangs. Donc, il y a tout ça, on veut le transmettre. Et moi, je trouve ça très beau que les jeunes portent aussi cette solidarité, et ils le portent vraiment. Alors c'est pour ça, même rencontrer les lycéens dans le cadre du bac, pour moi, c'est merveilleux comme occasion d'échanger avec eux. Il y a une page qui est symptomatique, évidemment, de ce changement climatique, c'est la page 71 de votre carnet, Fred Bernard. Vous regardez la nature changer, je l'ai dit, mais vous écrivez « Toutes les forêts surplombant les climats de Bourgogne portent une couronne dorée d'arbres se séparant de leurs feuilles par manque d'eau ». J'ai envoyé cette photo hier à des amis qui aiment le vin de Bourgogne, évidemment, et ça les a alertés. Oui. Les vignerons ne sont pas rassurés en ce moment. Ils se réjouissent un peu qu'il y ait moins de maladies parce qu'il ne pleut plus. Et ils sont toujours sauvés in extremis par une bonne pluie courant août qui gonfle les grains. Mais à long terme, le pinot noir, qui est le cépage le plus fragile, il y a un peu de souci à se faire, oui. On voit les arbres qui nous alertent. Hélène Dorion, vous avez un rapport physique à l'arbre? Ah oui, tout à fait. C'est comme un rapport physique aux saisons, en fait. L'arbre me dit où on est dans le temps, non seulement parce qu'il porte le temps, parce qu'il me dit les saisons, le passage, été, automne, bien sûr, par son corps, par son physique et par les vents qu'il traverse, la lumière. Et tout n'est que physique, tout n'est que chair, tout n'est que sensation avec les arbres, je pense. Vous dites, il faut s'incliner devant un arbre pour écouter son voyage immobile. Oui, on évoquait le confinement tout à l'heure. Je pense que moi, me retrouvant dans ma forêt à Orford, je me suis rendu compte que les arbres étaient des êtres confinés, donc immobiles, mais complètement vivants à travers cette immobilité, ce qui est quand même assez fascinant. Un arbre contient à la fois ce qui peut être mort à l'intérieur de lui et le plus vivant avec une nouvelle pousse au printemps, mais il porte tout ce voyage du temps
en restant immobiles. Donc, bien sûr, ils avaient beaucoup à m'apprendre dans ces moments d'écriture avec eux. C'est ça, le monde du vivant dont nous parlons ce midi sur France Culture. On va écouter Stéphanie qui a lu votre livre, Hélène Dorion, et qui s'est totalement reconnectée grâce à lui avec la nature. Mes forêts sont pour moi une révélation. Les histoires qui parlent en moi sont dans mes forêts. Voilà pourquoi je me suis penchée sur le recueil de poésie d'Hélène Dorion et que j'ai adoré la balade au cœur du vivant, au-dedans de nous, à travers l'émotion. Les histoires qui bruissent en moi ont la saveur des bois. Voilà pourquoi le murmure de mes forêts m'ont donné les frissons et m'ont émerveillée parce qu'elles ouvrent le cœur à l'essentiel. Les histoires qui s'écoulent en moi chantent mes forêts, la jolie ritournelle du temps et le cycle éternel de la vie. J'ai lu et adoré mes forêts parce que la poésie m'est vitale et la sylve une âme sœur. Cette évasion lyrique permet une reconnexion avec la nature mais aussi l'humanité. Et le potentiel empouvoirisant de cette synergie lumineuse promène ses rayons partout entre ses pages. Si je devais poser une question à l'autrice, ce serait de savoir ce qu'elle entend par leur mauve. Par leur mauve, c'est Leur ça? mauve, oui. Ah oui, mais je pense que c'est peut-être propre au Québec, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, à l'hiver, au mois de janvier, quand il y a le froid et la lumière qui se rencontrent, il y a cette espèce de mauve qui descend et qui nous dit la fin du jour, le début du soir. Et on dit d'ailleurs que la lumière au Québec est parmi les plus singulières. C'est peut-être vrai, moi je les ai pas toutes visitées, mais en tout cas, leur mauve, c'est ce qui contient le début et la fin pour moi. Ça vous inspire comme couleur, cette heure mauve, Fred Bernard? Moi, je l'observe surtout le matin, mais en Bourgogne. Oui. Mais, ça me fait penser à l'heure froide avant le jour de Tolkien. Oui. Quand il parle de l'heure froide avant le jour, ça s'embrase. C'est très rose à Bourgogne le soir. Enfin, si c'est pas nuageux, mais la lumière le matin quand j'emmène le fils à l'école, c'est hallucinant sur les villes, la colline de Corton, là justement, c'est toujours. Et en plein hiver, cette colline qui me fait toujours penser aux rochers rouges en Australie, là, l'Ururu. Le soleil l'éclaire comme ça, en orange roux, et c'est globalement la même forme. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps, l'heure mauve, les glaces qui se rompent, la lumière de midi, une secousse, l'onde est vive, le sol craquelle, c'est le murmure d'une forêt. Hélène Dorion. C'est ça que vous écrivez. Oui, tout à fait. En fait, c'est écouter, regarder, ressentir, ouvrir ses sens, être capable d'accueillir tout ce qui est là, tout ce qui cherche à nous dire quelque chose de nous-mêmes et qu'on ignore encore. C'est d'aller vers plein d'angles morts aussi, parce que ce sont souvent des choses qu'on regarde, qu'on voit régulièrement, presque chaque jour. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est de revisiter ce que je connais déjà et que ça me dise que j'en ignorais encore. C'est pas forcément dans le spectaculaire, mais dans ce qui est là tous les jours et qui se transforme avec nous. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de regarder, d'écouter, de s'arrêter. Ce mot oublié, le temps, en fait, et qu'on ait le temps, qu'on l'habite, qu'on le ressente à travers une plante qui est en train de pousser, une fleur qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de nous apprendre le temps réel. En fait, c'est ça aussi. On se dit souvent qu'on ne voit pas les plantes pousser. On s'en rend compte une fois qu'elles ont grandi. Ça aussi, quand vous êtes dans votre jardin ou en balade, parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout le temps dans votre jardin. Non, je vais dans la forêt aussi. Est-ce qu'il y a un côté vigne et côté pile, côté face, c'est les forêts. Avec le loup qui est revenu il y a peu de temps. Là. Et il y a quelque chose de presque de physique, on disait avec Hélène Dorion, de regarder la nature changer, bouger, millimètre par millimètre presque. En ce moment, c'est à vue d'œil, pour ainsi dire. À vue d'œil. Enfin, entre le matin et l'après-midi. Moi, j'adore, il y a des petites pousses très vertes. J'ai de l'ail des ours dans le jardin. Et par exemple, il y en a certaines qui transpercent des feuilles mortes de l'automne dernier. Et donc, ça la soulève, comme ça, comme un petit plateau. Et je vois la petite feuille monter. Et si je la libère pas, la feuille a du mal, elle peut pas s'épanouir, donc elle est coincée comme ça. Donc je m'en amuse. Je fais parler les plantes et les animaux comme Pierre Déhomme faisait ça dans La Hulotte. Évidemment que je suis abonné à ce magazine depuis tout petit.
plus Pierre-Henri Fabre, qu'on m'a fait lire aussi, qui manquait pas d'humour, l'entomologiste. Donc, enfin, je m'en amuse parce que je trouve que il y a autant d'humour dans la nature. Enfin, les animaux, on les voit jouer aussi, ils jouent autant que nous, puisqu'ils vont pas au travail. Ils ont même plus de temps libre. Et on voit les écureuils, les oiseaux se battre, mais aussi on voit bien qu'il y a une part d'amusement. Enfin, j'en suis persuadé, notamment chez les corvidés. Ouais. Les forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyage immobiles, un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les livres qui font le printemps, c'est le thème de ce book club ce midi. Et nous sommes toujours avec Fred Bernard, illustrateur, dessinateur, auteur de ce carnet d'un jardinier amoureux du vivant aux éditions Albin Michel, et également avec l'écrivaine québécoise Hélène Dorion, Mes forêts. C'est disponible aux éditions Poche, des éditions Bruno Doucet. Et vous êtes au bac français 2024, je le rappelle. C'est la première fois que ça arrive qu'une femme vivante et québécoise arrive au programme du bac, et on en est très fiers et très heureux pour vous. Si je vous dis à tous les deux que vous êtes un peu des naturalistes, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous vexe? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Enfin, j'aime beaucoup ce mot et ce lien. Et je pense que on est aussi des êtres qui faisons partie de la nature. Il faut se le rappeler. Et je pense que c'est une manière de dire qu'on est lié à la nature et qu'on ne l'oublie pas. Oui, moi, ça me plaît beaucoup. Moi, c'est le métier que je voulais faire petit. J'ai laissé tomber les sciences après le bac pour aller aux Beaux-Arts, mais c'est ce que je voulais faire. Je me suis autodissuadé de... Je me suis dit que je voulais faire prépa veto, et je me suis dit que j'y arriverais pas. Donc, je fais autre... Enfin, voilà, j'ai fait un choix. Vous avez fait autrement, mais vous y revenez en quelque sorte. Ouais, et puis j'aime faire... Enfin, je le fais dans mon petit pré carré, et puis la forêt alentour, qui est mouchoir de poche par rapport aux forêts du Québec, évidemment, que ça n'a rien à voir. Mais enfin, moi, je suis aussi... J'observe pour me détendre, pour me réjouir de ce qui fonctionne encore. Parce qu'il y a des pièces du puzzle qui disparaissent, mais il tient encore, le puzzle. On voit ce que ça représente. Mais je ne fais pas que m'inquiéter et m'énerver, parce que des fois, je m'énerve un peu sur ce qui se passe, sur l'actualité. Et en fait, l'actualité, ça traverse aussi la faune. Enfin, je veux dire, par exemple, le premier confinement, pour les gens qui avaient la chance d'être au vert, on a vu les animaux rentrer dans les villages, les oiseaux se rapprochaient plus. Et même là, maintenant qu'on éteint les villages, il fait nuit noire maintenant, à partir de vers 11h. Il y a des biches qui rentrent, mais jusqu'à 100 mètres de chez moi. En fait, donc, nos choix influe aussi tout ce qui nous entoure. Oui. Donc, on ne peut pas que s'inquiéter. On ne peut pas que s'inquiéter, non, puisque déjà, surtout si on a des enfants... Il y a beaucoup à espérer aussi. Il y a beaucoup à espérer quand on regarde un printemps comme ça et tout ce qui revient. Oui, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espoir. Vous avez cité, parce que vous dessinez le jardin, la nature, les forêts, mais vous dessinez aussi des personnalités. Alors on parlait de naturalistes, il y a Théodore Monod dans votre carnet, qui lui aussi avait des carnets qui documentaient, qui illustraient évidemment son travail. Vous lui faites dire, la nature n'est ni morale ni immorale, elle est radieuse, glorieuse, amorale. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui, dans cette phrase, vous dit qu'il a raison? On est les seuls grands mammifères, grands singes à avoir mis au point des lois, des administrations, une culture que la nature, que le reste du vivant n'a pas. Donc effectivement, il n'y a pas de projection. Donc vous dites... vous êtes de passage sur la Terre, vous êtes de passage dans cet endroit, on le regarde, on le respecte. C'est ça. Mon jardin, c'est pas mon jardin en fait. Je sais très bien, là mon voisin qui est décédé, la personne qui a racheté n'y vit pas, son jardin. Enfin voilà, je sais que ça, le jardin, je m'en occupe le temps que je suis là, mais c'est pas mon jardin. Les animaux qui y vivent non plus, à part le lapin. Mais je sais que j'influence... un tout petit coin où j'essaie de garder beaucoup de diversité pour les telles chenilles de papillons, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que une espèce s'installe.
Comment vous voyez le jardin, Hélène Dorion? On imagine toujours des jardins avec des clôtures, avec des grillages. Évidemment, la forêt, on la clôture pas, mais les deux espaces restent sauvages et naturels, si on peut dire. Oui, pour moi, la forêt a quelque chose aussi d'infini. On la délimite, bien sûr, par nos constructions, par nos routes, par tout ça, mais en même temps, elle se reconstitue elle-même. Et si on ne l'arrête pas, si on ne la délimite pas, bien sûr qu'elle prend tout l'espace. Et c'est ça, je pense aussi qu'on ressent quand on s'y trouve. On est en contact avec quelque chose d'infini. D'ailleurs, on dit qu'on peut s'y perdre très facilement, ce qui est vrai. On se perd dans cet infini parce qu'il y a aussi une sorte de répétition, mais tout se ressemble, mais rien n'est pareil, en fait. Alors, je pense que là aussi, on peut s'y perdre, mais on est en contact avec quelque chose d'infini et évidemment de très, très âgé. Je suis sûr, pour le provoquer un peu, que Fred Bernard se perd dans son jardin. Non ? Je m'arrive à me retrouver, mais il y a des micro-paysages dans les paysages. Mais c'est ça que j'adore. Enfin, une mousse, par exemple. Alors, il y a des choses, par exemple, que j'arrive pas à dessiner parce que faut la photo. Enfin, c'est en tout cas où j'ai pas le niveau, je sais pas. Mais dans les micro-paysages qu'il peut y avoir dans les lichens, sur les cailloux, tout ça, entre les racines d'un arbre. Là, mon œil s'y perd facilement et j'adore ça. Et dans les forêts, c'est la même chose. Il y a des endroits un peu inquiétants. Par exemple, au sein d'une même forêt, il y a des endroits depuis tout petit. Il y a des endroits où si j'y vais seul, je suis pas rassuré. Alors je risque rien. Mais il y a une ambiance. Il y a quelque chose qui fait que la lumière, le dénivelé, la forme des rochers, c'est comme ça qu'on a imaginé le monde de féerie avec les petits elfes et les corrigans. En fait, c'est dans ces endroits-là. Évidemment, c'est pas dans une prairie à plat. C'est toujours quand il y a du relief et beaucoup de végétation. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes d'émerveillements, de dangers, de menaces. C'est tellement vaste aussi intérieurement dans un champ imaginaire, dans un champ émotionnel, une forêt. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé aussi d'explorer dans mes forêts. Toutes ces avenues qui s'ouvraient, toutes ces lumières aussi, comme vous le dites bien, toutes ces lumières qui la traversent, qui l'habitent. On retrouve évidemment dans vos deux ouvrages les écorces, le humus, les feuilles, les branches, et tout ça est évidemment très palpable. On est dans la forêt, dans le jardin, dans la nature avec vous. On parlait de se perdre tout à l'heure. Pour pas se perdre, il y a quand même des repères, notamment dans votre livre, Fred Bernard, avec des philosophes, des penseurs qui nous alertent, nous font réfléchir sur ce qui est en train de se passer dans notre monde. Citez-en quelques-uns, peut-être celui qui vous inspire le plus. Dans ceux que j'ai cités, parce que dans le premier carnet, j'avais mis des extraits de poètes ou d'autrices, enfin c'était littéraire ou poétique, et dans celui-ci, c'est plutôt scientifique. Mais je pense qu'Hélène sera dans le prochain, de toute façon, puisque ce que j'ai lu, je vais prendre un extrait, si je peux me permettre. Absolument. Et donc là, j'ai mis des extraits de Francis Salé, dont on parlait tout à l'heure. Yourcenar, Gilles Clément, Georges Sand, Colette... Et puis chez les scientifiques, Vinciane Desprez aussi. Qui était venu dans le book club, Jean-Baptiste Morisot. Enfin, je me sers, je demande pas d'autorisation d'ailleurs. Mais je l'ai fait. C'est des choses, c'est des phrases que j'ai notées dans les livres. Et donc, je les sors, je les mets dans des carnets. Et donc là, je me suis dit, pour être sûr de les relire fréquemment, ou le faire lire mes proches, je les ai mis dans mes carnets. Il y a Emmanuel Coccia, notamment le philosophe. Ah oui, que j'adore, qui n'est pas le plus facile à lire. Non, vous citez longuement un passage de la vie des plantes, où il dit « Les plantes sont la blessure toujours ouverte du snobisme métaphysique qui définit notre culture. Elles sont la tumeur cosmique de l'humanisme, les déchets que l'esprit absolu n'arrive pas à éliminer. » Ouais. Il est fantastique. Enfin, moi, c'est très poétique, son écriture. Et par contre, il faut relire. Moi, je relis les paragraphes plusieurs fois. J'avoue. Mais moi aussi, je vous rassure. Il n'y a pas de honte à ça. Oh non. Hélène Dorion, la philosophie, c'est votre premier amour, si je puis dire. Oui, qu'il est demeuré d'ailleurs. Je pense aussi cet espace d'émerveillement, de sensation, d'émotion est aussi un espace de réflexion et on amène avec soi nos lectures, tout ce qui nous a construit, tout ce qui se dit aussi aujourd'hui, que ce soit du côté philosophique, littéraire, des botanistes, des naturalistes. Et ça aussi, c'est important d'être nourri par tous ces champs. C'est
aussi ce que portent mes poèmes par des citations. Je pensais, moi, à les exergues, mais aussi à travers mes poèmes même. J'évoque évidemment Henry David Thoreau, Maria Zambrano. Donc ça aussi, c'est porté, ça habite l'écriture pour moi. Vous dites que votre poésie est indissociable des lieux dans lesquels vous avez vécu ou vous vivez encore. Ça veut dire que c'est une sorte de poésie d'expérience, enfin en tout cas de ce que vous vivez, quoi. Oui, c'est-à-dire que les sensations continuent d'habiter. C'est comme si l'écriture transcende peut-être les circonstances qui la font naître, mais on est toujours avec ces lieux. Ils nous habitent, ils sont implantés à l'intérieur de nous comme des semences qui, à certains moments, comme dans un jardin. Alors, il y a quelque chose qui va éclore d'un lieu qu'on a habité et qui va revenir tout à coup. C'est vraiment habiter ce vaste jardin des lieux qui nous ont construits. Fred Bernard, ce qui est magique, si je puis dire, avec votre carnet, c'est que on le parcourt une première fois et puis on s'arrête. Peut-être 10, 15, 20 minutes sur une double page parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à lire. Et puis on passe à une autre page un peu plus loin et là, pareil. Il y a quelque chose de hypnotique presque dans les pages et les dessins que vous nous proposez avec des détails incroyables. On n'est pas tout le temps dans la forêt, dans la nature, on est aussi parfois dans la ville. Ah oui, parce que je ne chasse pas. Et je n'ai pas de potager, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai 3 agricoles, mais donc... oui, je sors aussi... je déteste pas l'œuvre humaine, hein. Mais j'observe justement les mousses sur les toits à Beaune. Pour ceux qui lèvent la tête, l'hiver, c'est tout vert, puisque c'est plein de vieilles tuiles, des petites tuiles, et couvertes de mousse sur tous les anciens bâtiments de la Renaissance, là autour des hospices de Beaune. Et donc, je prends aussi beaucoup de plaisir à ça, mais ça ne me dit, par exemple, là, quand je suis dans Paris pendant plusieurs jours, où j'ai vécu longtemps, j'adore, mais je me retrouve un peu, c'est comme un récif corallien, tropical. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent. En fait, je suis peut-être trop observateur pour arriver à me détendre dans... Enfin, je veux dire, à jeun et 2 jours, oui. C'est difficile, je trouve. Alors que je suis peut-être plutôt un poisson pélagique. Moi, j'aime bien quand même quand il y a de l'espace autour de moi. Je crois que je le sais depuis tout petit, en vrai, hein, que je suis comme ça. Et donc, j'ai pu prendre sur moi quand j'ai habité dans les grandes villes. Mais ma nature profonde, peut-être parce que j'ai grandi à la campagne, c'est là que je sais que c'est ma place. Ça n'a pas de fin, cette œuvre, ces carnets, ces dessins que vous faites en permanence en dehors de votre travail, ouais. Comme vous le dites, ça n'a pas de fin. Ah ben ça, c'est mon 6e printemps. Donc non, je continue, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et puis les choses, par exemple, là, quand j'ai taillé les arbres que je dois tailler, sinon il n'y a plus de lumière sur certaines fenêtres, cette année, enfin tous les ans, sauf exception, j'ai moins de bois à tailler. Et il est plus cassant, puisque ils ont souffert tout l'été. Les bois sont en diamètre, c'est déjà flagrant, et ils sont plus cassants aussi. Par exemple, ça c'est notable. Les vignerons me disent la même chose pour tout ce qui est vigne plein sud. Les sarments sont plus fins qu'il y a 10 ou 15 ans. Un mot sur la couleur dans votre ouvrage, dans vos dessins. Naturel. Je ne sais pas comment la décrire. Comment vous la décririez-vous ? Tout est fait. En fait, rien n'est prémédité. Donc, vu que c'est au fil des jours, il n'y a pas de repentir possible non plus, parce que j'utilise pas de crayon et de gomme. C'est tout fait directement avec un feutre indélébile et ensuite de l'aquarelle, ce que j'utilise principalement en voyage. Et donc, tout est jeté. C'est pour ça que je suis pas enthousiasmé par tous les dessins contenus dans le livre, parce que certains, j'aurais pu mieux faire, mais de toute façon, ça m'intéresse pas de faire un joli dessin. C'est le fond qui m'importe, en fait, même si la forme me passionne. Et le témoignage que vous apportez. Voilà, donc en fait, tout est jeté directement comme un carnet de notes. C'est des couleurs qui vous parlent, Hélène Dorion ? Ah oui, tout à fait. On est dans la nature, en fait, et ce sont des couleurs, j'aime beaucoup parce qu'elles ne sont pas spectaculaires. Elles ne sont pas là pour séduire, mais pour dire, pour nommer. Et il y a quelque chose de très vrai, oui, ce lien vrai à la nature. Pour terminer, si je vous dis que vous avez une écriture végétale, ça vous parle ou pas ?
Oui, mais peut-être pas que. Musical aussi. Oui, effectivement, le livre est conçu un peu dans cette dimension musicale à partir des premiers poèmes, plutôt brefs comme un instrument solo, jusqu'à quelque chose de plus orchestral, si on veut. Et c'est un peu construit comme on arrive au monde, on est seul et tout à coup on rencontre la forêt des autres, la forêt du monde. Vous nous lisez un extrait pour terminer. Oui. L'horizon, une chute de lien avec le ciel qui jette l'encre, un désordre que blessent les vents. De biais, la beauté vient chasser l'obscurité. Les forêts apprennent à vivre avec soi-même. Hélène Dorion, Mes forêts, aux éditions Bruno Doucet. Merci beaucoup d'être venue dans le studio du Book Club. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté cet échange aussi avec Fred Bernard, carnet d'un jardinier amoureux du vivant. Fred Bernard aux éditions Albin Michel. On est tous amoureux du vivant. Alors merci pour cet échange et ce partage. Merci à vous. Merci beaucoup.